Oui, alors bon, la distinction entre le panarabisme et le nationalisme arabe n'est pas fondamentale parce que, en réalité, c'est à peu près la même chose. On peut considérer que, tout de même que le nationalisme implique une vision plus politique et un projet plus politique. Et puis, c'est surtout le terme qui est plus employé par les Arabes. Ils ne parlent jamais de panarabisme. Ça, c'est un terme qui est employé en Occident ou en France, mais eux parlent de nationalisme arabe, al-Qawmiya al-Arabia. Donc je pense que le nationalisme arabe est le terme le plus référent, même si le terme nationaliste peut froisser certains esprits. Pour ce qui concerne le nationalisme arabe, c'est la prise de conscience de l'arabité, de l'arabisme. Je crois que tout tourne autour de cette notion. Qu'est-ce que le monde arabe? Alors, il y a des débats interminables qui consistent à dire, bon oui, mais il n'y a pas de monde arabe. Ce sont souvent les mêmes qui nous disent il y a une Europe unie et solidaire entre des peuples qui ne parlent pas la même langue, qui n'ont pas la même cuisine, qui n'ont pas la même histoire, n'ont pas la même culture. Mais en revanche, il n'y aurait pas de monde arabe qui parle la même langue et qui a quand même beaucoup plus d'atomes crochus que l'ont les Européens. Donc il faut toujours se méfier un peu. C'est comme les gens d'ailleurs qui nous disent, oui, l'Irak est une invention des années d'après-guerre, de 1920, il n'y a jamais une nation irakienne. On se demande si les gens qui disent ça ne sont pas d'une profonde ignorance, parce qu'ils n'ont jamais entendu parler des cités-États de la Mésopotamie. Les premières cités-États du monde, c'est en Mésopotamie. La première nation du monde, c'est en Mésopotamie. Et puis, il y a eu quand même 10 siècles de califat abbasside. Bon, moi, je suis toujours frappé de l'ignorance ou du mépris dans lequel on tient les autres nations, les autres peuples, les autres civilisations, avec des idées toutes faites qui correspondent à rien. Donc, est-ce qu'il y a un monde arabe? Effectivement, oui, bien sûr, puisque les Arabes veulent qu'il y ait ce monde arabe, et qu'ils sont quand même les premiers concernés. Il y a une langue commune, il y a une histoire commune, il y a des aspirations communes, et on a vu tout le long du XXe siècle des grands mouvements nationalistes arabes se développer, que ce soit Nasser ou le Baas, qui ont essaimé dans tout le monde arabe. On a encore des partis nassériens au Yémen, on en a encore en Tunisie, on en a encore au Liban, il y a des partis bassistes un peu partout. Bien sûr, le Baas n'a plus l'aura qu'il a eu du temps de l'Irak, parce que c'était le pays porteur, c'était la maison mère, mais il y a toujours un parti Baas, et il y a un parti Baas en Tunisie, il y a un parti Baas au Yémen, il y a des partis Baas clandestins dans certains pays du Golfe. Bon, donc, le fait que cette idée récurrente existe montre bien qu'il y a auprès des peuples arabes ou auprès du peuple arabe une volonté d'être ensemble. Alors après, la forme est à déterminer. Est-ce qu'il faut un seul État? Est-ce qu'il faut une coopération entre États? Ça, c'est toute une autre question. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais en tous les cas, il y a cette appartenance à l'arabité qui dépasse d'ailleurs un cadre ethnique ou religieux. Il faut bien voir qu'être arabe, ce n'est pas être musulman. Il y a 350 millions d'Arabes et il y a 1,5 milliard de musulmans. Tous les Arabes ne sont pas musulmans et tous les musulmans ne sont pas arabes. Il y a eu dans le nationalisme arabe des gens qui n'étaient pas d'ethnie, si encore le terme d'ethnie veut dire quelque chose, arabe. Il y a eu des Kurdes. Un des grands maîtres du nationalisme arabe était Mohamed El-Kurdi, qui était kurde. Il y a eu des Berbères. Bon, c'est une vision. C'est une vision et c'est surtout la volonté de réaffirmer son identité, une reprise de possession peut-être de son histoire. Je crois que le projet du nationalisme arabe, c'est de reprendre pied dans l'histoire, d'où le monde arabe a été écarté pendant des siècles d'occupation ottomane, et puis au XIXe siècle avec les colonisations européennes. Mais il y a cette volonté de redevenir un acteur de l'histoire et de reprendre place dans cette histoire. Après, ce qui est important, ce n'est pas la vision des autres de l'arabisme, c'est la vision qu'ont les Arabes d'eux-mêmes. C'est à eux de décider s'ils forment une nation. Ce n'est pas
aux intellectuels occidentaux ou aux politiciens occidentaux de décréter du haut de leur ignorance s'il y a une nation arabe ou pas. Et dans ces conditions, on voit très bien que l'idée force au XXe siècle de l'idée politique, la seule grande idée politique qui a existé dans le monde arabe, ça a été le nationalisme arabe. Le communisme a eu bien sûr des adeptes, mais des adeptes comme il en a eu dans le monde entier, et qui étaient tout de même dans la mouvance d'une maison mère qui était à Moscou ou après en Chine. L'islamisme n'a jamais été un nationalisme, il a d'ailleurs été très hostile au nationalisme, et donc la seule grande idée moderne, la seule grande idée d'avenir du monde arabe, ça a été le nationalisme arabe. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'il a eu beaucoup d'ennemis et qu'il a subi beaucoup de coups. Oui, en fait, il est né d'abord en réaction contre, effectivement, la domination ottomane, et il est né aussi au XIXe siècle en réaction à la percée européenne. La réaction n'est pas du tout de même nature. La domination ottomane a été une grande nuit. Je sais bien qu'il y a aussi, là encore, des nostalgiques de l'Empire ottoman, mais pour le monde arabe, la domination ottomane a signifié la décadence. Et aussi pour l'islam d'ailleurs, car l'islam a été très novateur, très progressiste durant toute la période arabe. Et à partir de 1500, du XVIe siècle, du début du XVIe siècle, quand l'Empire ottoman s'empare du Caire et reprend le califat à son compte, c'est le début du déclin de l'islam. C'est le début de la grande nuit de l'islam. Car on va s'engager dans une imitation servile, dans un conservatisme, dans des habitudes, ce qu'on appelle le taqlid, et c'est de là que date probablement ce grand déclin de l'islam qui, à l'origine, est un mouvement progressiste. Pour ce qui concerne les Arabes, les provinces arabes de l'Empire ottoman étaient les plus délaissées. L'Empire ottoman a toujours eu une obsession, c'était l'Europe. Et d'ailleurs, il y avait plus d'Européens, si j'ose dire, que d'Orientaux dans l'Empire ottoman. Il ne faut pas oublier que les provinces de l'Empire ottoman, des parties européennes, étaient plus importantes et plus peuplées que les provinces orientales. Et il avait l'obsession de sa partie européenne et de sa lutte contre les puissances européennes. Ce qui fait qu'il a délaissé totalement les parties arabes qui sont tombées dans la décadence. Et on s'aperçoit que les deux pays qui ont le plus échappé à la décadence sont les pays qui n'ont jamais été vaincus par l'Empire ottoman, c'est-à-dire le Yémen et le Maroc. À chaque bout du monde arabe, il y a deux États-nations qui sont très vieux, qui ont 12 ou 13 siècles, qui se sont constitués autour de leur monarchie nationale. C'est le cas au Maroc, c'est le cas au Yémen aussi, autour de ces imams, hein, et qui ont toujours résisté. Le Maroc n'a jamais été ottoman, et c'est très curieux, d'ailleurs, la frontière de l'Empire ottoman s'arrête un peu avant Oran, et ils ne dépasseront jamais cette frontière, et les Ottomans n'auront jamais de la mainmise sur le Maroc, qui restera toujours un État-nation avec ses souverains, comme le Yémen, qui a toujours résisté à l'Empire ottoman. Mais pour les autres parties du monde arabe, ça a été une longue décadence. En Irak, en Syrie, au Liban, en Égypte, l'Empire ottoman a brillé par une administration pléthorique et très bureaucratique, mais par aucun projet de vivre ensemble, aucun projet réel. Et il a découvert, ces Arabes, que pendant la Première Guerre mondiale, lorsqu'il était aux abois, et c'était bien sûr trop tard, les Arabes avaient depuis longtemps fait le choix qu'il fallait être contre l'Empire ottoman. La première révolte contre l'Empire ottoman, qui est une révolte à la fois religieuse, c'est-à-dire c'est une réforme religieuse contre les superstitions et le conservatisme qui a saisi l'islam du fait des Ottomans, mais qui est aussi une révolte arabe. C'est celle d'Abdelwahab au Najd, c'est-à-dire en Arabie saoudite. Et le premier État saoudien naît de cette alliance entre ce prédicateur religieux, Abdelwahab, et le prince Saoud. Et le premier État saoudien, il date
de 1847. Là encore, l'Arabie saoudite, elle ne date pas des années 30. Hein. Elle a 2 siècles et demi d'existence, ce qui est déjà pas si mal. Et cette révolte, elle est effectivement celle d'un prédicateur religieux, mais elle est aussi une révolte nationale arabe. Il s'agit de chasser les Turcs des terres arabes. Et c'est les Turcs, pardon, les Ottomans, qui vont inventer le terme de wahhabisme pour les discréditer. C'est-à-dire que pour dire, ben voilà, ces gens-là qui se révoltent contre nous, ce ne sont pas de bons musulmans, ils ont inventé ce terme de wahhabisme qui a été repris par des consuls, par des occidentaux, notamment par des consuls français ou anglais de la région, par commodité. Mais le wahhabisme n'existe pas. Abdelwahab n'a jamais prétendu créer une école de pensée ou un courant idéologique. C'est simplement un réformateur religieux qui s'inscrit dans le courant hanbalite, qui est le courant traditionniste de l'islam. Après, qu'il y ait eu des gens parmi ses disciples qui aient dépassé les limites, c'est autre chose, mais lui-même n'a jamais prétendu créer une idéologie quelconque. Et donc, c'est la révolte contre les Turcs est le fondement de ce réveil arabe. Il va s'extérioriser par la nada, c'est-à-dire la renaissance arabe qui est d'abord littéraire mais qui très vite sera politique, et puis par la revendication qu'il faut l'indépendance politique avec des gens comme Kawakibi, et puis le fameux congrès national arabe qui se tiendra à Paris à la grande salle de la Société de géographie en 1913 et qui est le premier grand acte politique. Ce sont des délégués qui viennent des Liban, de la Syrie, de la Palestine, de l'Irak, et la première grande affirmation politique d'une volonté de recréer un monde arabe indépendant. Oui, alors elle n'est pas wahhabite, elle est lancée par Abdelwahab et le prince Saoud. Il faut bien voir qu'ils sont deux. Hein. Il y a d'un côté celui qu'on peut appeler l'intellectuel ou le réformateur religieux, et de l'autre côté le chef politique, qui est le prince Saoud, qui règne dans la région de Diriyah au Nadjef. Et que les troupes sont fournies par le prince Saoud, et que la direction politique, c'est quand même aussi le prince Saoud. Hein. Je pense qu'il faut bien voir que l'alliance entre les deux hommes, qui est l'alliance qu'on a dit du glaive et de l'esprit, ou tout ça, bon, elle existe, elle est très forte, mais chacun étant dans sa partie. Abdelwahab n'est pas un chef militaire, c'est pas un chef politique, c'est un homme qui donne le là sur le plan du réformisme religieux et sur le plan des idées. Après, le chef politique, c'est le prince Saoud, ancêtre de la dynastie des Saouds et fondateur de l'Arabie saoudite. Et il y aura toujours cette alliance avec le fait que le pouvoir politique, il est dévolu aux Saouds. C'est pas les Wahhab, c'est pas Abdelwahab, c'est pas la famille d'Abdelwahab qui existe encore, on les appelle les Al-Sher, ils sont dans le gouvernement quelquefois, tout ça. Bon, mais le pouvoir politique est dévolu aux Saouds, qui eux sont bien entendu s'inscrivent dans une ligne musulmane, dans une ligne islamique, et probablement dans une ligne proche de celle du réformateur Abdelwahab, mais qui aussi sont les grands éléments moteurs du progrès en Arabie saoudite. Lorsque Abdelaziz impose le téléphone, l'électricité contre les oulémas conservateurs, lorsque le roi Faisal, assassiné par les États-Unis d'ailleurs, impose les filles à l'école, impose les filles à l'université, on s'aperçoit là encore que le pouvoir monarchique a été un pouvoir progressiste. Hein. Alors autant qu'on peut l'être en Arabie saoudite, où il y a des traditions. On est chez des Bédouins, du Nedjed, on n'est pas en Europe, on n'est pas en Suisse, on n'est pas au Maroc. Hein. On est sur des gens qui sont des gens du désert, qui sont des gens frustres, frugaux, pardon, qui sont des gens qui... Mais le pouvoir monarchique des Saouds a été un élément de progrès et a toujours été tourné vers le progrès. Encore le roi Abdallah, qui est décédé, avait voulu créer une université mixte à Jeddah,
En fait, toutes les grandes évolutions ont été portées par la monarchie saoudienne, ce qui doit réduire d'autant la fameuse influence du prétendu wahhabisme, dont j'ai jamais su trop ce que c'était, car en fin de compte, vous avez des faux spécialistes comme M. Keppel qui viennent parler du wahhabisme, ils sont l'homme qui a vu l'ours, mais ils ne savent pas trop de quoi ils parlent. Moi, je suis allé à Riyad lorsque j'ai fait un livre sur l'islam, j'ai lu les lettres d'Abdel Wahhab à ses partisans, et ce sont des lettres très modérées. Et quand ses partisans dépassent les mesures, il leur dit « attention, hein, l'islam c'est la religion du juste milieu ». Donc, qu'il y ait eu en Arabie, au fil des années, et plutôt à partir de la révolution iranienne, parce qu'a été la catastrophe absolue pour toute la région, la prise de pouvoir par Khomeini. Et donc, une révolution qui met en place un État islamique, un État théocratique. C'est le seul État théocratique avec Israël de la région. Ce qui conduit certains régimes à dire il faut peut-être qu'on en fasse un peu pour combattre la propagande de l'Iran qui les accuse d'athéisme et tout ça. C'est vrai que ça a peut-être déclenché des mouvements conservateurs qui ont freiné le mouvement de progrès. Par exemple, à Riyad, dans les années 60, il y avait des cinémas. Et les filles et les garçons allaient au cinéma ensemble. Aujourd'hui, bien sûr, ça n'existe plus. Ça réexistera peut-être. Donc, il y a eu une période où le choc de la révolution iranienne a conduit à un certain renfermement, repliement sur soi-même, qui a favorisé les intégrismes. Et je pense que c'est ça que certains appellent le wahhabisme, mais ce qui n'est pas la politique officielle de l'Arabie saoudite. Alors, c'est vrai que l'idée nationale arabe au XIXe siècle est portée par des gens qui sont soit musulmans, soit chrétiens, qui sont, comme je disais tout à l'heure, qui ne sont pas toujours d'ethnie arabe. Il y a des Kurdes, il y a des Berbères. Donc, c'est prouve que c'est plus une idée commune que quelque chose d'une identité de repli sur soi. Le Congrès arabe de Paris est très intéressant. On a fait d'ailleurs un colloque pour le centenaire de ce congrès à la salle de la géographie qui existe toujours, avenue Boulevard Saint-Germain. C'est très intéressant parce qu'il y a à peu près autant de délégués chrétiens que de délégués arabes, enfin que de délégués musulmans, et il y a des délégués berbères, et il y a des délégués kurdes, etc. Bon, donc on voit très bien que, et à ce moment-là, personne ne se pose la question de religieuse. Hein. La revendication, elle est nationale. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire revivre le monde arabe et d'avoir un projet politique, d'émancipation politique. Et tout le monde est uni autour de ce projet. La place de l'islam, pour les trois quarts, elle va de soi, y compris pour les chrétiens. C'est que l'islam fait partie du patrimoine arabe, parce que le prophète Mohammed est un prophète arabe, parce que ça a été aussi la période de grand renouveau du monde arabe. Mais c'est tout, c'est plus un phénomène conçu comme un phénomène culturel ou identitaire qu'un phénomène religieux. Et en tous les cas, il y a, jusque dans les années récentes d'ailleurs, il n'y a aucun sentiment de repli religieux ou de confrontation religieuse. Il y a des chiites et il y a des sunnites, bien entendu, puisqu'il y a beaucoup de chiites irakiens, syriens, syriens il y en a moins, mais libanais, qui sont des nationalistes arabes et qui d'ailleurs, ces nationalistes arabes, ces progressistes, vont être assassinés par le Hezbollah, qui va vouloir prendre la mainmise sur les chiites en liquidant les chiites laïcs. Ça, on n'en parle jamais aussi de cet aspect de la chose. Donc, pour les nationalistes arabes, l'islam, c'est, comme dit Kawatibi, comme dira Michel Aflaq, qui est un chrétien, c'est un des éléments de l'identité arabe. Mais c'est un islam progressiste. Dans son discours à la mémoire du prophète arabe, Michel Aflaq, qui est donc le fondateur du Parti Baas et qui est
l'intellectuel du nationalisme arabe, c'est le grand intellectuel du nationalisme arabe, explique justement que l'islam a été une volonté révolutionnaire, une volonté de progrès, une volonté d'aller de l'avant, et qu'il faut retrouver cet aspect progressiste de l'islam, cet aspect qui a eu des effets sur le plan scientifique. Les premières opérations des yeux ont été faites à Bagdad sous les Abbassides. Il y a eu toute une science arabe extraordinaire qui était expliquée dans un livre qui s'appelle « Quand le soleil d'Allah illuminait l'Occident ». Et c'est aussi les Arabes qui vont transmettre à l'Europe la littérature grecque, les philosophes grecs. Bon. Donc tout ça, il y a eu une période de grand bouillonnement intellectuel, artistique, culturel, et c'est ce que le nationalisme arabe invite à reprendre. C'est-à-dire que ce n'est pas un nationalisme sclérosé, c'est un nationalisme qui dit « redevenons ce peuple créateur et progressiste que nous avons été ». Et l'islam, dans cet aspect, eh bien, fait partie de ce projet, à condition que ce soit l'islam de Mohammed, l'islam progressiste tel qu'il le conçoit, l'islam qui a émancipé la femme, l'islam qui a... tout ça, c'est des choses qui prêtent aujourd'hui à sourire quand on le dit, parce que les gens ne connaissent pas ce temps de l'islam. Il y avait des femmes qui combattaient avec le prophète, il y avait des femmes infirmières dans les armées du prophète Mohammed, il y avait des femmes intellectuelles, il y avait des femmes médecins. Bon, donc il y a eu tout un développement de la condition féminine qui s'est fait pendant cette époque. Et puis, au fil des siècles, et surtout pendant la période de l'occupation ottomane, eh bien, on a eu un grand recul en arrière. Pratiquement aucune, parce que le nationalisme arabe est une réaction contre l'Empire turc. Alors d'abord l'Empire ottoman et ensuite contre les jeunes Turcs, et surtout contre les jeunes Turcs, qui, je le répète, sont beaucoup plus totalitaires que ne l'était l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, en fin de compte, il était plutôt débonnaire, et il était nul mais débonnaire. Les jeunes Turcs seront beaucoup plus répressifs. Est-ce que les jeunes Turcs sont vraiment pan-turquistes? Ils sont nationalistes turcs, c'est clair, mais Erdogan, M. Erdogan, est pour le pan-turquisme. C'est-à-dire qu'il estime que la Turquie, ça doit s'étendre à tous les peuples turcophones d'Asie centrale et tout ça, et donc c'est pas simplement un pays de 80 ou 90 millions d'habitants, mais c'est un grand bloc de 200 millions d'habitants. Et il a cette vision pan-turque. Bon, je ne pense pas que les jeunes Turcs avaient vraiment cette vision. Ils avaient une vision d'un État laïque, très inspiré de la Troisième République, en fin de compte, mais plus dictatorial, et ils étaient à la limite, disons, nationalistes turcs, si l'on veut, mais je ne sais pas s'ils étaient vraiment pan-turcs. Hein. Il y a eu du pan-turquisme qui allait ça et là, mais il n'était pas très fort. Parce que le pan-turquisme serait dire d'associer au mouvement l'Azerbaïdjan, toute l'Asie centrale, tout ça. Il n'a jamais été question pour les jeunes Turcs. Hein. Donc il y a eu un mouvement qui était très imité, comme le sionisme d'ailleurs, des idées du XIXe siècle européen, hein, avec les mêmes caractéristiques, très laïques, mais laïque au sens laïcarde, très franc-maçonne aussi, on a le sionisme et le mouvement des jeunes Turcs sont très très proches. D'ailleurs, bon, ils ont d'excellentes relations aussi, il faut savoir. Donc, le nationalisme arabe, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Le nationalisme arabe n'a pas subi vraiment les influences étrangères. Bien sûr, un intellectuel comme Michel Aflaq, il a étudié à la Sorbonne dans les années 30. Il allait aux conférences de Maurras comme il allait à celles de Marc Sangnier ou à celles d'Emmanuel Mounier, et tout ça. Il a connu tout ce mouvement formidable de pensée et qui a été celui des années 30 en France, où il y avait vraiment des débats d'idées, des intellectuels de haut niveau. Bon, et bien entendu, il a tenu compte de ce qu'il disait, mais il ne s'est jamais inspiré
ni de Maurras, ni de Mounier, ni de Découvre. Peut-être qu'on peut dire que son vision du socialisme arabe est un peu plus imprégnée du personnalisme. Elle est très anti-marxiste, elle est très proche peut-être d'une certaine vision de Mounier. Mais enfin, bon, ça ne veut pas dire qu'il y a influence. Alors que les jeunes Turcs voulaient calquer un mouvement européen à la Turquie. Comme les sionistes ont voulu faire un État sioniste qui soit une sorte de réplique d'un État européen. C'est vrai qu'il y avait pas mal d'intellectuels arabes à Paris parce qu'ils avaient été chassés par l'Empire ottoman. Bon, ils étaient un peu en exil. Et ils trouvaient à Paris une possibilité d'expression qu'ils n'avaient pas à Beyrouth, à Bagdad, à Damas ou à Jérusalem. Ils pouvaient s'exprimer. Et c'est vrai que le premier livre, qui s'appelle La Nation arabe, le premier livre du nationalisme arabe, écrit par Nejib Azouzi, est écrit en français. S'appelle d'ailleurs La Nation arabe. Et ensuite, il va fonder la Ligue de la patrie arabe. On voit très bien l'influence qu'il peut y avoir avec un mouvement comme la Ligue de la patrie française. Il y a donc à Paris aussi une sympathie pour le mouvement national arabe. Bon, les Anglais sont plutôt du côté ottoman. La France comprend qu'il y a un bouillonnement dans ce monde arabe qui peut être intéressant et elle voit d'un bon œil ce mouvement national arabe. Alors elle le voit d'un bon œil, comme peut le voir la Troisième République, qui est faible et velléitaire, c'est-à-dire que elle le soutient comme la corde soutient le pendu, mais elle est plutôt favorable. Il y a des hommes politiques français qui sont franchement favorables à ce mouvement, donc ces gens-là trouvent l'occasion de s'exprimer, et c'est pour ça que Paris va les autoriser à faire le Congrès national arabe, avec des délégués qui viennent donc des grands pays de Syrie, du Liban, de Palestine, etc. Ils vont trouver là un accueil, même si Paris leur dit de faire un peu attention à la porte, enfin que, bon, ben, c'est la prudence inhérente au Quai d'Orsay et à la République réunie, donc, mais il va tout de même y avoir un accueil assez favorable. Quant aux idées, ceux qui sont à Paris connaissent bien la pensée nationale française. Ils connaissent Barrès, ils connaissent Maurras, ils connaissent tous ces courants, bon, ça les intéresse. Mais ils sont assez lucides pour savoir que ce n'est pas une réplique telle de ces pensées qui va pouvoir se faire. L'alliance entre le social et le patriotisme qui est par Barrès, bien sûr, c'est quelque chose qui va les intéresser. Aflaq a été très intéressé par Maurras, enfin par le Maurras nationaliste, bien sûr, pas le Maurras du Félibrige ou des choses comme ça. Et, bon, mais ce qui est très intéressant de voir, c'est que bon, quand on parle de la pensée nationale arabe, il faut en revenir à Michel Aflaq. C'est lui les autres, c'est pas vraiment des penseurs, Satia Lousri, tout ça, c'est très gentil. Mais la vraie pensée théorique, c'est le nationalisme arabe le plus théoriquement fondé, c'est celui de Michel Aflaq, qui est le penseur, c'est le Maurras arabe, si j'ose dire. Bon, eh bien, lui dit, jusqu'à présent, on a des gens qui combattent pour le patriotisme local. Palestine, la libération des territoires. Bon, il y a des gens qui veulent la libération, la révolution sociale contre le féodalisme et tout ça. Il y a des gens qui ont référence à la religion. Chacun est dans son coin. Il faut que le nationalisme arabe réunisse toutes ces aspirations, qu'il soit à la fois un mouvement national, qu'il soit un mouvement social et qu'il soit un mouvement culturel. Car il parle de l'islam, c'est surtout le renouveau culturel du monde arabe. Et c'est ça l'apport fondamental de la pensée d'Aflaq au nationalisme arabe, c'est qu'il va faire la synthèse de ces diverses aspirations dans un contexte typiquement arabe. Donc les influences étrangères, elles sont connues, enfin ils connaissent les auteurs étrangers, ils les ont lus,
d'autant que tous ces gens-là parlent français, Aflaq parlait français comme vous et moi, hein. Ils les ont lus, ils se sont intéressés, ils ont aussi intéressé à d'autres mouvements, mais il n'y a pas du tout de duplicata. Et d'ailleurs, ce qu'ils reprochent aux communistes arabes, c'est d'être des duplicata du communisme international. Je pense que la volonté, c'est d'être un mouvement spécifique. Le mouvement national arabe avait vu le jour bien avant, au XIXe siècle, à Nada, et puis des penseurs comme Kawakibi, et puis le Congrès national arabe, et puis il y a des cercles nationalistes arabes dans toutes les grandes villes arabes, de Bagdad à Beyrouth, à Jérusalem, à Damas, etc. Bon. Mais le déclenchement de la Première Guerre mondiale va permettre aux Arabes de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait dans cette affaire? Bon. Pour eux, l'occupant, c'est les Ottomans, c'est clair. Et ils se disent, on a peut-être une carte à jouer pour se débarrasser des Ottomans. C'est là que les Anglais et eux prennent contact, que Chérif Hussein de la Mecque est approché par les services anglais et qui lui disent, eh bien, si vous marchez avec nous et si vous ouvrez un front contre les Ottomans dans cette région, c'est-à-dire la Palestine, ce qui est aujourd'hui la Jordanie, ce qui était le Hejaz, la région de la Mecque et Médine, eh bien, après la guerre que nous allons gagner, vous pourrez constituer un grand royaume arabe sur toute cette partie. Bon. Et il y a des promesses qui sont faites et des accords qui sont signés. Bon. En même temps, il faut bien voir que les Anglais font des promesses aux sionistes. La fameuse déclaration Balfour, qui est une lettre privée d'un ministre anglais à une personne privée qui est Lord Rothschild, et qui lui dit que l'Angleterre ne verrait pas d'un mauvais œil l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. Bon, d'ailleurs, la lettre est tellement emberlificotée, à dessein d'ailleurs, que c'est d'une promesse on se demande ce qu'ils promettent d'ailleurs. Hein, ils promettent qu'il pourrait y avoir un foyer national. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Bon, mais ça suffira pour alimenter, bien entendu, le rêve sioniste. Et l'idée, paraît-il, c'est que les Anglais veulent convaincre les États-Unis d'entrer en guerre et que pour les convaincre, il faut se mettre le lobby juif de son côté. Alors, bon, ça peut être effectivement une explication, ça peut être simplement le fait que les Anglais jouent double ou triple jeu comme ils le font toujours, et que c'est probablement plus la réalité. Les Français sont un peu associés dans l'affaire, et en même temps, alors qu'on va déclencher, enfin on va inciter les Arabes à déclencher cette grande révolte contre les Turcs, hein, sachant qu'elle part du Hejaz, c'est-à-dire des lieux saints de la Mecque et de Médine où règne la famille des Hachémites, mais elle est aussi relayée par les mouvements nationalistes arabes de Syrie. Quand on dit la Syrie à cette époque, ça englobe la Palestine et le Liban, et même par certains officiers nationalistes arabes en Irak. Bon, cette grande révolte, en même temps qu'elle est déclenchée, au mépris des promesses faites par l'Angleterre aux Arabes, l'Angleterre et la France s'entendent pour se partager les dépouilles de l'Empire ottoman, c'est les fameux accords Sykes-Picot. La grande révolte arabe est donc déclenchée par Chérif Hussein, mais l'homme fort de la grande révolte arabe, c'est son fils Faisal, c'est clair. Faisal, qui deviendra Faisal Ier d'Irak, mais qui aura régné entre-temps en Syrie pendant quelques semaines. C'est le personnage que l'on voit dans le fameux film de Lawrence d'Arabie, joué par Omar Sharif, je crois. Bon, là-dedans, Lawrence, le fameux colonel Lawrence, qui est un agent britannique, d'ailleurs il s'en est jamais caché, bon, a réécrit ensuite l'histoire à sa guise, d'une façon très romantique, tout ça. Le rôle qu'il a eu est des plus médiocres et des plus sordides. Il y a beaucoup de livres d'ailleurs qui paraissent dans le monde arabe
sur les songes et mensonges de Laurence et qui remettent les choses à leur place. Les accords Sykes-Picot, c'est une trahison des promesses faites aux Arabes, puisque l'Angleterre et la France se partagent cette partie du monde arabe qui devait constituer un grand royaume arabe. Et donc qui crée, et comme on le crée les puissances coloniales, à coups de règles et de crayons, des frontières artificielles. Alors, on va créer un Liban artificiel qui n'a jamais existé, qu'on va faire de briques et de broc. On va créer une frontière entre la Syrie et l'Irak, sachant d'ailleurs pas à l'époque si on met Mossoul en Syrie ou en Irak. La France voudrait mettre Mossoul en Syrie parce que elle se l'attribuerait, et Mossoul c'est des pétroles à l'époque. Finalement les Anglais vont réussir à récupérer Mossoul du côté irakien, ce qui est tout à fait normal, enfin du point de vue historique. Mossoul c'est Ninive, c'est une ville mésopotamienne, enfin bon, et puis on crée la Jordanie de toutes pièces, c'est-à-dire un bout de désert qui sera un peu la pomme de la poire pour la soif du Cher Hussein, parce qu'entre-temps, dans toute cette pagaille qui a lieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a le Saoud qui est au Nadjed, qui a repris le pouvoir après que sa famille ait été écartée, et qui a repris le pouvoir, et qui a des aspirations de recréer le grand État saoudien. Et il va prendre, dans les années 20, Médine, la Mecque, chasser les Hachémites. Bon. Et donc les Anglais disent il faut qu'on donne quelque chose à Hussein et à sa famille, et c'est là qu'ils vont créer la Jordanie. Bon. Et donc on va créer en Syrie, en Irak, au Liban, avec la Jordanie, avec la Palestine qui va être placée dans un statut un peu particulier d'un mandat qui n'en est pas, etc. On va créer tous les gemmes des divisions qui vont ensuite éclater dans le monde arabe. Et aujourd'hui, lorsque des dirigeants arabes ou des révolutionnaires arabes comme Baghdadi, le type de Daesh, disent « nous devons remettre en question les frontières Sykes-Picot », il faut bien voir que c'est une revendication, une vieille revendication arabe depuis 50 ans. C'est-à-dire ces frontières artificielles imposées au monde arabe, il s'agit de les détruire. Bon, c'est clair que Sykes-Picot, ça a été le grand traumatisme pour le monde arabe. Et après la constitution d'États autour de ces États, de ces territoires morcelés, bon, il va se passer un phénomène qui est habituel, c'est que des États sont créés. Les gens qui dirigent ces États, ils aspirent à garder leur place, à garder leur pouvoir. Et donc, on va assister à la naissance de patriotismes locaux ou de pseudo-patriotismes locaux qui sont surtout là pour justifier la prise de pouvoir des gens qui ont été souvent placés par l'étranger, il faut bien le dire. Bon. Et cette affaire, elle va être le début de grands troubles dans le monde arabe, puisque le nationalisme arabe va essayer, à partir des années 30, la naissance du Baas, puis avec Nasser, de remettre en question ce partage et cette division, mais qui, au fil des années, va s'ancrer dans les esprits. Et on va voir naître des patriotismes locaux qui remettront, peut-être pas en cause l'idée nationale arabe, mais ils s'éloigneront de l'idée d'une nation arabe unie. Et bien entendu, ces divisions ne feront que le jeu des ennemis des Arabes. Le parti Baas, son principal, enfin son grand intellectuel, c'est le philosophe Michel Aflaq. Il n'est pas fondé uniquement par Michel Aflaq, il est fondé aussi par Saladin Bitar et quelques autres, et c'est un groupe de militants qui va le former. Alors, mais Michel Aflaq est l'intellectuel, il est la référence suprême, et c'est lui qui va conceptualiser le nationalisme arabe. Alors le nationalisme, d'abord, bien sûr, c'est-à-dire l'unité de la nation arabe, conçue à l'époque autour d'un seul État,
Après, il y aura des évolutions, et Michel Aflaq admettra qu'on peut peut-être s'orienter vers une coopération entre États, mais dans les années 70-80. Donc, bon. Mais à l'époque, il s'agit de recréer un seul État, remettre en question les frontières héritées du colonialisme et de Sykes-Picot, et puis l'idée fondamentale, c'est donc le nationalisme. Mais le nationalisme, il n'est pas quelque chose en champ clos. Il n'est pas une idée abstraite. Il s'applique aussi à des gens. Et c'est là que l'idée sociale intervient. C'est-à-dire que Michel Aflaq se dit, bon, on recrée un État arabe, on recrée une nation arabe, avec un projet historique, on reprend place dans l'histoire, ça c'est notre but fondamental. Mais il faut aussi que le peuple arabe vive mieux. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte d'un état de féodalisme qui avait été accentué par l'Empire ottoman, des inégalités sociales extrêmes, avec un taux d'analphabétisme extraordinaire. Enfin bon. Donc il faut développer l'homme arabe. Il faut faire naître l'homme nouveau arabe. C'est ce qu'il dit dans son livre Fils Abil Albas. Et c'est ça le socialisme d'Aflaq. Ce n'est pas du tout le socialisme politique de Jaurès ou du Parti socialiste français, enfin tout ce qui en reste, et encore moins du marxisme. Aflaq déteste le marxisme parce qu'il considère que c'est un totalitarisme, que c'est une idéologie totalitaire par essence. Le socialisme d'Aflaq, il est à la fois une sorte de personnalisme à la Mounier et surtout une émancipation de l'homme arabe tirer vers le haut. C'est l'éducation, c'est l'évolution de la condition de la femme, c'est dépasser les clivages ethniques, confessionnels, tout ce qui est des repliements communautaristes. C'est-à-dire que c'est très actuel en réalité. Aujourd'hui, où la grande menace pour le monde arabe, et pas uniquement pour le monde arabe d'ailleurs, y compris pour nous Français, c'est le communautarisme ou le multiculturalisme, comme on dit, c'est-à-dire tout ce qui peut casser les unités nationales et les unités identitaires sociales, et le côté. Eh bien, Aflaq dit il faut qu'on fasse naître l'homme nouveau arabe, qui sera l'homme du progrès, qui sera tourné vers l'avenir, qui sera tourné vers les études, qui sera tourné vers un mieux vivre, et c'est ça son socialisme. Donc c'est un socialisme totalement spécifique. Ça n'a rien à voir avec le socialisme marxiste qui combat, ça n'a rien à voir avec le socialisme de la 4e ou de la je ne sais plus combien internationale. C'est un socialisme qui est totalement spécifique, mais qui est dans un projet culturel, si j'ose dire, ou dans un projet philosophique. C'est le troisième pan du nationalisme arabe. L'évolution culturelle, c'est pour Aflaq fondamental. Alors c'est bien sûr d'abord la langue arabe, qu'il s'agit de répandre, d'apprendre mieux, de ne pas dépasser les patois locaux, les dialectes qui ont fait que cette langue arabe a été déclinée dans un peu tous les pays d'une façon. En fait, c'est comme le créole, quoi. Certains essayent de nous magnifier le créole. Le créole, c'est ce qu'on appelait jadis le petit nègre. Ce n'est pas aller vers le haut que de parler petit nègre. Et donc il dit, il faut qu'on parle un bel arabe. Hein. C'est ça aussi la chose. Mais aussi tout ce qui est le renouveau culturel. Et dans ce renouveau culturel, il y a des éléments identitaires clés. Et pour lui, il y a l'islam. Il y a l'islam parce que l'islam, ça a été le premier réveil arabe. Mohammed, pour lui, c'est le prophète arabe. C'est lui qui a remis les Arabes sur la scène mondiale, qui en a fait une grande puissance, qui en a fait une grande civilisation. La civilisation des Abbassides, qui va régner pendant 10-12 siècles, c'est les Arabes, c'est l'Arabe. Et c'est ça qu'il s'agit de reprendre. Il s'agit de reprendre ce grand mouvement culturel qui a été celui du monde arabe, et de sortir de la période de la grande, ce que les Québécois appellent la grande noirceur.
Alors Nasser était incontestablement un nationaliste arabe, mais il n'avait pas le corpus idéologique du Baas. Je pense que c'est déjà l'aspect fondamental. Il n'y a pas la même puissance théorique. En revanche, il y a le charisme. C'est l'homme qui va réveiller son pays, qui va réveiller une grande partie du monde arabe, et il va devenir une personnalité emblématique de ce mouvement ou de cette aspiration nationaliste arabe. Avec aussi le fait qu'il a commis beaucoup d'erreurs. Il a enlisé son armée dans la guerre civile du Yémen, entre les républicains qui soutenaient et les royalistes, ce qui n'était sûrement pas une très bonne chose. Il a essayé de phagocyter la cause palestinienne avec l'OLP de Choukéry. Le bilan de Nasser est quand même, sur le plan artistique, si j'ose dire, ou sur le plan humain, il est formidable. Nasser a passionné les masses, et un film qui a été publié, qui est passé récemment à la télévision française sur Nasser, justement, qui montre bien cet engouement qui a été celui des masses pour Nasser, mais le bilan militaire, politique, économique est tout de même très médiocre. Et surtout, cette République arabe unie, c'est-à-dire la fusion entre l'Irak bassiste et l'Égypte nassérienne, a été une catastrophe, parce que ça s'est vite traduit par la colonisation de la Syrie par les Égyptiens. Or, il y avait un gap culturel extraordinaire entre les Syriens, qui étaient très éduqués, très raffinés, et les fellahs qui débarquaient d'Égypte, les fonctionnaires autoritaires, bureaucratiques, qui rappelaient irrésistiblement aux Syriens les fonctionnaires de l'Empire ottoman, ce qui est normal puisque ces faits-là ou ces Égyptiens avaient été plus ou moins formés par l'Empire ottoman. Et donc ça ne pouvait pas marcher parce que très vite les Syriens ont conçu. Nasser a nommé un général égyptien une sorte de Gauleiter de la Syrie. Tout ce qu'il ne fallait pas faire, les Égyptiens l'ont fait. C'est-à-dire qu'ils se sont mis très vite, le peuple syrien, à dos, et donc l'affaire a duré 1 an et demi et elle a éclaté. Le Baas s'est retiré de l'opération très rapidement, et puis les gens n'ont plus voulu de cette fusion qui était une fausse fusion, qui était une annexion de la Syrie par l'Égypte. Ça a été probablement la grande erreur de Nasser. Il faut bien voir que le nationalisme arabe s'exprime bien avant l'existence du sionisme, et que la revendication nationale arabe, elle est très ancienne, elle date du XIXe siècle, et bien avant le problème sioniste et la création de l'État d'Israël par l'ONU en 1948. Après, la montée en puissance du mouvement sioniste va devenir, au fil des années, surtout à partir des années 30, un des éléments de la revendication nationale arabe. Un certain nombre de congrès qui auront lieu, de congrès arabes, auront principalement pour objet la menace de la création d'un État sioniste en Palestine. Et au fil des temps, ça va devenir la question numéro 1. Alors après, il y aura la création d'Israël après la Seconde Guerre mondiale, qui consistera à faire payer aux Arabes les crimes des Allemands, ce qui est tout de même assez surréaliste quand on y réfléchit. Les crimes ignobles des Allemands, c'était aux Allemands de les payer, c'était sans doute pas aux Arabes. Et la création de l'État d'Israël a été imposée dans les conditions que l'on sait. Il y a eu donc la première guerre israélo-arabe, et puis ça a été une masse de réfugiés, la première masse de 48, et c'est devenu dans l'imaginaire de tous les Arabes la question numéro 1. Et encore aujourd'hui. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai souvent dit, tant qu'on ne résoudra pas d'une façon juste et durable la question palestinienne, on nourrira des extrémismes qui en font commerce. Des gens comme Al-Qaïda,
des gens comme Daesh, des gens qui n'ont jamais tiré un coup de feu contre Israël d'ailleurs, il faut être clair, bon, mais utilisent ce sentiment de frustration pour leur propagande, et je pense que c'est devenu pour les Arabes la question numéro un depuis les années 50. Après, question numéro un, qui reste dans le cœur des Arabes bien sûr, mais après chacun vit avec ses problèmes de jour le jour, et aujourd'hui beaucoup d'Arabes considèrent toujours que les Palestiniens subissent une injustice terrible, qu'il faut, enfin que cette affaire est lamentable, mais beaucoup doutent qu'il y ait une solution, puisqu'ils voient le soutien absolu des États-Unis à Israël, ils voient la division du monde arabe, ils voient aussi le manque de perspectives politiques. Il y a eu une possibilité de faire une paix des braves, comme disait Arafat. C'est l'accord entre Rabin et Arafat, qui étaient deux nationalistes et qui avaient compris qu'ils pouvaient faire la paix. Et je pense que sincèrement, ils voulaient la faire tous les deux. Ils ne s'aimaient pas, ils s'étaient combattus, mais comme disait Arafat, on ne fait pas la paix avec son ami, on la fait avec son ennemi. Et comme par hasard, ces deux hommes ont été assassinés par les sionistes extrémistes. Et ça prouve qu'il y a du côté d'Israël, enfin des dirigeants extrémistes israéliens, une fuite en avant qui est suicidaire, sans doute, parce qu'elle nourrit aussi toute une propagande extrémiste de l'autre côté, mais en fait on retombe toujours sur cette vieille leçon que les extrémistes se nourrissent les uns les autres. Le Fatah, c'est le mouvement historique fondé par Arafat de revendication palestinienne. L'idée d'Arafat, c'est que jusqu'à présent, la cause palestinienne a été un peu annexée par les pays arabes qui ne l'ont pas vraiment défendue, puisqu'ils ont perdu la Palestine, ils ont subi défaite sur défaite, etc. Bon, et ils ont créé une organisation de libération de la Palestine qui est une marionnette de Nasser. Donc Arafat, son idée, c'est de créer un mouvement national palestinien fait par des Palestiniens pour les Palestiniens. Et ça sera le succès d'Arafat, c'est d'avoir justement créé ce mouvement palestinien qui est le Fatah. Alors après, il y aura diverses scissions idéologiques. Le Front populaire de libération de la Palestine, qui se veut gaucho-nationalisto-arabe, je ne sais quoi, d'Abache, qui lui-même subira une scission, le Front démocratique de libération de la Palestine, qui sera une scission marxiste. Et puis il y aura chaque grand État arabe essaiera d'avoir son mouvement. Alors les Syriens auront la Saïka, les Irakiens auront le Front de libération arabe qui est bassiste. Bon, il faut bien voir que le mouvement, le grand mouvement, c'est le Fatah. Et c'est le mouvement d'Arafat qui porte la cause palestinienne, qui est le drapeau de la cause palestinienne, et qui va, grâce à Arafat, c'est une cause qui va se... D'abord, il va sortir cette affaire des bandes de détournement d'avions, de tout ça. Bon, Arafat a toujours été hostile à tout acte terroriste, sachant que c'était contre-productif. Et il va s'orienter vers un projet politique d'affirmation nationale. Il va porter cette cause au point qu'il sera reçu à l'Assemblée générale de l'ONU, et puis qu'il sera plus ou moins reconnu par une grande partie de la communauté internationale comme le porte-parole du peuple palestinien. Ce qui n'empêche que, bien entendu, il sera combattu à la fois par les Israéliens, qui ont compris que c'est lui qu'il faut abattre pour abattre la cause palestinienne, qui encourageront des mouvements dissidents comme le Hamas, car le Hamas, le mouvement intégriste, est une création d'Israël contre Arafat et contre les nationalistes palestiniens, ou par des gens comme Assad en Syrie, qui est un allié objectif d'Israël et qui, à toute sa vie, n'aura eu, comme son fils d'ailleurs, que pour obsession de nuire à la cause arabe, et qui donc essaiera de liquider Arafat. D'ailleurs, c'est les Français qui sauveront Arafat à Tripoli, où il est entouré par l'armée syrienne dans les années 83. Bon. Mais Arafat a été le drapeau de la Palestine. Il a été celui qui a donné à la cause palestinienne sa crédibilité, sa présence sur la scène internationale, sa reconnaissance, et c'est sans doute pour la raison pour laquelle on l'a fait disparaître.
Sans doute pas. Kadhafi n'était héritier de rien, et bien malin celui qui pourrait nous dire ce que pouvait penser Kadhafi, à l'exception d'être au pouvoir et de mener une vie de dictateur. Il n'a eu aucune conviction, ou alors des convictions successives, ce qui revient à ne pas en avoir. Il a prétendu être nationaliste arabe dans les années 70 lorsqu'il a pris le pouvoir contre le roi Sénoussi. Et là, à l'époque, il a voulu surfer un peu sur le nasserisme. Et puis lorsqu'il s'est aperçu que les dirigeants arabes ne le prenaient pas au sérieux, alors il est passé à autre chose. Et puis, in fine, il est tombé dans l'africanisme. Et il s'est proclamé des rois de toute l'Afrique. Où d'ailleurs, il a mené en Afrique une politique anti-française continue. Il faut bien voir que la disparition de Kadhafi pour la France en Afrique est une bonne chose, parce que l'argent qu'il a mis en Afrique et toute l'activité qu'il a déployée contre la France a été considérable. Mais Kadhafi était un personnage de série B et qui ne pouvait en aucun cas être un leader arabe. Il aurait pu, il était à la tête d'un pays richissime, avec une petite population. Il aurait pu mettre ses richesses au service des causes arabes, peut-être du développement de la Tunisie, peut-être au service de la Palestine, peut-être. Il n'a jamais rien fait, il n'a mis ses richesses qu'au service de lui-même et qu'au service de coups tordus, et donc cet homme n'était en rien nationaliste arabe. Quant à sa disparition, Kadhafi s'était ingénié à ce qu'il n'y ait pas d'État. Il a d'ailleurs, son système s'appelait la Jamaïria, et il était interdit de parler d'État, de gouvernement, d'ambassadeur et quoi que ce soit. Et il régnait en soudoyant les tribus. Donc, liquider Kadhafi, c'était pas détruit. En Irak, quand les États-Unis ont détruit l'Irak, ils ont détruit un vrai système, un vrai État, une vraie administration. Là, en fin de compte, on a détruit un dictateur, mais il n'y avait rien. Et donc tout était à faire. Et tout reste à faire aujourd'hui. Mais je ne pense pas de ceux qui pensent que la situation est pire aujourd'hui qu'elle était sous Kadhafi. Sous Kadhafi, rien ne marchait. Les hôpitaux étaient dégueulasses. L'éducation était nulle. L'argent qui coulait à flot n'allait nulle part, sauf à une petite caste du régime. Il n'a rien fait pour son peuple, il n'a rien fait pour la cause arabe. Donc sa disparition n'est pas une perte. Le Baas en Syrie, c'est comme le Canada Dry, quoi. Bon, il faut bien voir que Assad, le père, a fait un coup d'État contre le Baas légitime dans les années 70, qui les a chassés. C'est un coup d'État militaire fait par une petite clique de l'ethnie alaouite qui représente 6 à 7% de la population, et de facto, il a mis fin au Baas. Et d'ailleurs, le fondateur du Baas s'est enfui. Et moi, je me souviens d'être allé en Syrie dans les années 80, et je leur avais demandé d'aller au parti Baas, qui existait toujours officiellement, avec les suppôts du régime, et de voir un peu la documentation. Et ils avaient arraché les pages où on parlait de Michel Aflaq, ce qui fait que dans les revues, dans les brochures, dans les trucs d'histoire, bon, ce qui fait que, bien entendu, il ne restait pas grand-chose. C'est une imposture. On a affaire à un régime de coup d'État qui a mis en place une secte qui s'est mise au service de cette secte, les Alaouites, et qui a toujours fait le jeu des ennemis du monde arabe. C'est-à-dire qu'Assad était l'enfant chéri de Kissinger. Kissinger disait « il y a un seul grand homme d'État arabe, c'est Assad ». Bien entendu, il était alors seul. Et il n'a jamais tiré une cartouche contre Israël. Lorsqu'il était ministre de la Défense pendant la guerre de 67, il était général en chef d'état-major de l'aviation. Il a envoyé les avions sans munitions combattre. Il faut toujours se méfier des héritiers ou de ceux qu'on présente comme héritiers. Il y en a qui se présentent aussi contre les héritiers du général de Gaulle. Bon, je pense qu'il y a des grands hommes qui sont inimitables et qui n'ont pas d'héritiers par définition.
il est clair que Sisi n'est pas l'héritier de Nasser, pas plus que Chirac n'était l'héritier du général de Gaulle. C'est un homme qui est venu dans une période de grande agitation, puisque les Américains ont quand même favorisé ce qu'on a appelé si bêtement les printemps arabes, et qui a été le début du chaos, hein, et que ça avait conduit à mettre dehors Moubarak, qui n'était pas un homme bien, mais enfin bon, pour mettre les frères musulmans au pouvoir, les frères musulmans qui étaient en train de phagocyter l'État, ils changeaient même les chaouches dans les administrations, et donc le risque c'était qu'ils soient là pour 1000 ans, hein, et donc et le peuple en avait marre, il s'est révolté, et l'armée a compris qu'elle avait un coup à jouer, d'autant que l'armée est une puissance économique et autre en Égypte, ce qui est d'ailleurs pas bien normal, mais enfin c'est une autre chose. Et donc l'armée a joué son coup, et le général Sisi s'est retrouvé président de l'Égypte. Bon, quel est son projet? J'avoue que j'ai du mal parfois à comprendre. J'ai le sentiment qu'il n'a pas toujours une vision très claire des causes arabes. Il ne peut pas à la fois demander de l'argent aux pays du Golfe, et puis soutenir les ennemis des pays du Golfe comme l'Algérie ou comme le régime d'Assad qui est quand même un appendice de l'Iran. Il faudrait quand même qu'il clarifie sa position. Alors, en fait, la contestation arabe n'a pas été enfin, l'islamisme n'est pas une contestation arabe. L'islamisme est une contestation. Mais est-ce qu'elle est vraiment arabe? Je ne pense pas. C'est un mouvement révolutionnaire. C'est un mouvement révolutionnaire qui trouve ses sources d'ailleurs chez des penseurs qui sont des penseurs marxisto-islamistes, comme Saïd Qutb, l'Égyptien, qui a été pendu sous Nasser, et comme tout ce qui découle de lui. En fait, ce qu'on appelle l'islam politique, c'est-à-dire en réalité la récupération de l'islam par des mouvements révolutionnaires, a un maître à penser, c'est Saïd Qutb. D'ailleurs, même l'Iran chiite, du temps enfin, après la révolution de Khomeini, a déifié Saïd Qutb. Il y a des timbres de Saïd Qutb qui sont édités à Téhéran. Bon. Donc on a là affaire à des gens qui sont allés plus loin que les frères musulmans. Les frères musulmans ont commencé à faire ce qu'on appelle l'islam politique, c'est-à-dire à prendre l'islam en otage pour un projet politique, avec le fameux slogan « l'islam est la solution ». Bon. Mais les frères musulmans ont toujours joué dans un registre plutôt conservateur. Et Saïd Qutb a joué dans un registre révolutionnaire. Ce type, à l'origine, est un instituteur laïque qui va faire un stage aux États-Unis. C'est toujours une catastrophe de faire des stages aux États-Unis. Et il revient marxiste. Et il essaie de faire une théorie de la révolution selon les schémas marxistes, mais il lui faut un levier. Et le marxisme n'est pas un levier très fort dans l'Égypte des années 60, et il va prendre l'islam. Et il va réécrire toute la propagande des frères musulmans dans cet esprit révolutionnaire. Et puis, les successeurs de Qutb, parce que lui va être pendu, bon, et ses successeurs sont beaucoup plus extrémistes que lui. C'est Farage, le type qui fait l'attentat contre Sadat, qui vont, eux, tomber dans l'excommunication de ceux qui ne sont pas de bons musulmans, ce qui est déjà un reniement de l'islam, car pour l'islam, tout musulman est un bon musulman. On ne peut pas jeter des anathèmes comme ça sur les gens. Bon, et donc ces gens-là vont créer cette théorie du takfir, cette théorie qui consiste à éliminer tous ceux qui ne sont pas d'accord. C'est la vieille idée des Kharadjites. Les Kharadjites, c'est une secte au début de l'islam, c'est ceux qui ont tué le calife Ali, qui est le 4e calife, et qui, après la bataille de Siffin, où ils s'entendent avec les Omeyyades pour une sorte de gentleman agreement où chacun reste sur ses positions, eh bien les Kharadjites disent non, il fallait poursuivre la guerre, et ils assassinent
le calife Ali. Ce sont les premiers terroristes du monde musulman. Et ce sont des gens qui ont toujours été en marge de l'islam. Eh bien, le Saïd Qutb, ses héritiers, sont des gens qui sont en marge de l'islam. L'islamisme, ce qu'on appelle l'islamisme ou l'islam politique, ce n'est pas l'islam, c'est la prise en otage de l'islam. Et en profitant du déclin du nationalisme arabe, déclin provoqué par les puissances occidentales et notamment par la liquidation de l'Irak et du grand vide qui a été créé, de la grande désespérance des peuples, eh bien, ils ont vendu leur camelote. Il est clair que l'Irak bassiste a été la réalisation des aspirations du Baas. Comme le disait Michel Aflaq, il y a en Irak l'application de la théorie du parti. Ils prennent le pouvoir en 1968, ils vont devoir faire face à l'insurrection ou au danger communiste qui est fort, et le parti communiste irakien est très fort à l'époque. Il est héritier de Qassem, qui était un général qui était pro-communiste. Il y a des agitations nassériennes ou pseudo-nassériennes, et l'Irak, le Baas va plus ou moins s'imposer finalement avec un projet de développement social, économique, culturel considérable. Il faut voir que si l'Irak a eu autant d'ennemis, et s'il a été assassiné par les États-Unis, c'est qu'il était une réussite arabe. Il y avait un grand pays avec une économie florissante, avec une éducation, avec des chercheurs, avec des techniciens, avec des cadres, avec des arts. Hein. On subventionnait les artistes, les poètes, les sculpteurs, les peintres. Bon, il y avait un renouveau arabe qui était en œuvre. Et il fallait casser ce renouveau arabe. Parce que ni Israël ni les États-Unis ne veulent d'un grand État arabe fort. L'Irak avait ce que n'avait pas l'Égypte. Il avait l'argent, le pétrole. Il avait une agriculture plus florissante. Il avait surtout une vision politique avec le Baas, qui est un vrai parti structuré. Et c'est devenu une hantise des ennemis de la nation arabe de casser l'Irak. Ils ont organisé la guerre avec Khomeini. Khomeini a déclenché la guerre, il faut être clair. Hein. Il a essayé d'assassiner Tarek Aziz, qui était le vice-premier ministre chrétien. Ils ont fait des attentats, notamment le Dawa, qui était un mouvement terroriste, celui-là même que les Américains ont mis au pouvoir aujourd'hui. Et donc l'Irak a dû riposter, et ça a été cette guerre Irak-Iran. Il faut se souvenir que l'Iran a été armé par Israël et par les États-Unis, et que l'Irak a été soutenu à bout de bras par la France, à bout de bras, je le dis bien, hein, et que cette victoire de l'Irak est aussi une victoire d'une certaine politique de la France. Après cette guerre, l'Irak était vainqueur, avec le prestige d'avoir été un pays qui avait quand même résisté à un pays qui a 3 fois plus d'habitants que lui, et qui sortait vainqueur, mais ruiné, parce que la guerre avait été épuisante. Et c'est à ce moment-là que le plan américain commençait à fonctionner. Il a demandé aux Koweïtiens et à d'autres de demander à l'Irak de rembourser les dettes de guerre, alors qu'il avait toujours été entendu que c'était des dons, parce que l'Irak protégeait ces pays. Si l'Iran avait gagné, le Koweït, l'Arabie Saoudite, les Émirats étaient avalés par l'Iran, hein, donc il les avait sauvés. Bon. Et donc il y a eu une politique très, très vicieuse des États-Unis pour conduire l'Irak à la faute. L'Irak est tombé dans le piège. Et les États-Unis, finalement, ont détruit l'Irak avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer. Non, il y avait une résistance bassiste, c'est qu'avant l'invasion américaine, moi j'étais en Irak, ils m'avaient dit, écoute, ils vont nous attaquer, et l'autre stratégie, c'est de mettre les gens du parti dans la nature pour préparer la résistance. Et donc cette résistance a eu lieu, elle a été acharnée. Bon. Mais au fil des années, bon, aujourd'hui le chef de la résistance bassiste, c'est Izzat Ibrahim Douri, il a quand même 78 ans. Hein, bon. Donc, au fil des années, cette résistance, qui en plus s'épuisait, a été débordée par des gens qu'on a fait sortir de prison, comme
comme Assad a sorti de prison des terroristes ou des droits communs qui sont allés nourrir les troupes de Daesh, on a fait la même chose. Baghdadi était en prison, il faut quand même se souvenir. Hein, et comme par hasard, on le fait sortir. Bon, alors, il y a eu très très peu de bassistes, enfin de militaires bassistes, qui ont marché avec l'État islamique, avec Daesh. Peut-être au début, avant qu'ils s'aperçoivent qu'ils étaient fous, peut-être, il y a eu des incohérences, parce qu'ils n'ont pas été fous tout de suite. Bon, au départ, on pensait que c'était des gens qui luttaient contre les Américains et contre la menace chiite iranienne, perse. Bon, et quand ils sont aperçus qu'ils étaient fous, c'était trop tard. Alors, il y a sûrement un avenir pour l'idée de l'arabisme et d'un monde arabe qui existe sur la scène internationale. Bon, la grande nation arabe unifiée avec un seul État, je crois qu'il ne faut plus rêver. C'était possible après la Seconde Guerre mondiale, du temps de la création du BAS. Aujourd'hui, les positions se sont consolidées, se sont acquises. Et puis, il y a des États-nations qui existent aussi dans le monde arabe. Le Maroc est un État-nation qui a 12 ou 13 siècles d'histoire, hein, qui fait partie du monde arabe, mais c'est un État-nation à part entière. Le Yémen était un État-nation, il peut le redevenir. Oh. Donc, je crois qu'il ne faut pas s'illusionner. Il n'y aura jamais, enfin, on ne peut jamais dire jamais en histoire, mais enfin, ça semble un rêve. En revanche, ce qui est souhaitable, ce qui est nécessaire, c'est de tendre vers une unité arabe au niveau d'organisation. La Ligue arabe ne joue visiblement pas son rôle. La Ligue arabe est une coquille vide. Il faut sans doute travailler pour créer une coopération arabe sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan de la défense, ça serait très nécessaire. Sur le plan économique aussi, de mettre en synergie les potentialités qui sont diverses. Vous avez des pays producteurs de gaz et de pétrole, vous avez des pays qui ont un vrai savoir-faire et qui ont des techniciens de premier ordre comme le Maroc, vous avez des pays qui ont de l'agriculture, donc il y a là des choses à mettre en commun, hein, et probablement qu'aujourd'hui, dans cette recomposition du monde qui est loin d'être la mondialisation, parce qu'on voit très bien que les nations continuent à exister, ou les ensembles nationaux continuent à exister, eh bien, si les Arabes ne veulent pas être marginalisés, il faut qu'ils arrivent à trouver une forme de coopération unitaire, qui ne passera plus par un État unique, c'est clair, mais qui passera par une meilleure coopération, par des projets communs, par aussi des stratégies communes, mais ce qui passera aussi par l'élimination des fauteurs de troubles et des gens qui poignardent le monde arabe dans le dos depuis des dizaines d'années. Mais il y a déjà des formules de coopération très intéressantes, et notamment entre les monarchies arabes, hein, qui sont celles qui sont les plus stables, c'est les États les plus stables, ceux qui ont échappé aux catastrophes, parce que peut-être qu'ils ont une vision d'avenir ou qui n'existe pas chez les autres régimes. Mais on voit très bien qu'entre les États du Golfe, la Jordanie, le Maroc, il y a des coopérations très prononcées, très fortes qui sont en place sur le plan sécuritaire, sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan culturel, puisque le Maroc fournit aussi beaucoup d'enseignants, etc. Bon, donc je pense que là, il y a des pistes qui consiste peut-être à s'orienter vers créer une Union arabe du style de l'Union européenne qui pourrait mieux marcher que l'Union européenne, puisque l'Union européenne est une bureaucratie au service d'un projet mondialiste. Bon, mais une Union arabe au service d'un projet arabe et d'un renouveau du monde arabe serait sans doute plus réaliste. Et il y a quand même une unité linguistique. On parle la même langue du Golfe à l'Atlantique. Les gens regardent la télévision, quelle que soit la chaîne qu'ils regardent, ils comprennent. Il y a tout de même des souvenirs ou des aspirations communes qui sont très fortes. Donc il y a la possibilité que les Arabes
reprennent d'une façon ou de l'autre pied sur la scène internationale, qui redeviennent des acteurs de l'histoire, parce qu'aujourd'hui, il faut bien le voir, ils sont marginalisés. Et à l'exception de quelques pays qui marchent bien ou qui ont une vraie politique active, dynamique, je pense au Maroc en Afrique, qui a une politique africaine remarquable et qui existe et qui est devenu le pays d'équilibre au sud de la Méditerranée, le pays de la stabilité. Bon, le reste, c'est pas brillant, à commencer par l'Algérie, la Tunisie et même l'Égypte, sans parler de la Libye. Donc aujourd'hui, le monde arabe, il est dans une période de grande tristesse et de grande amertume et de grand danger. Et est-ce qu'il trouvera en lui-même la force de surmonter ces défis? C'est la grande question.